Bon, on m'a demandé de vous parler des anciennes mines du nord de la Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose que j'ai connu personnellement dans les années entre 1980 et 1990, mais qui remonte à quand même beaucoup plus longtemps. Et je vous propose de voir dans l'ordre suivant. On va regarder la situation vite fait, quelques aspects historiques. La géologie de ces mines, le potentiel minier et puis les perspectives qu'on peut avoir pour cette région minière. Donc on est dans le nord de la Nouvelle-Calédonie que vous connaissez, on arrive de Kumak ici, on va jusqu'à Wegwa. Tous les points rouges que vous voyez ce sont des indices. Oui, merci. Yes. Tous les points rouges que vous voyez ce sont des indices, des prospects, des choses qui ont été fouillées et qui n'ont pas évolué jusqu'à la mine au sens exploitation. Par contre, les gros points, ce sont les 1, 2, 3, 4, 5 mines du diaote qui ont été exploitées autrefois. En vert, c'est le cuivre qui a été exploité. Ce sont tous des minéraux sulfurés. En bleu, du plomb-zinc à Mérétrice. En jaune, de l'or à Fernil. Et ce sont les 5 mines qui émergent sur la cinquantaine d'occurrences qu'on connaît dans le bassin du diaote. Alors, l'historique, il remonte au 19e siècle et pratiquement, il fait suite au Golden Rush de Californie. En Amérique en 1850, ensuite il y a eu celui d'Australie et de Nouvelle-Zélande en 1860, puis en Calédonie en 1870, la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie est en 1853. Ces premières mines ont été trouvées dans les années 1870. Elles ont été exploitées entre 1870 et en gros 1890. Et puis à l'aube du XXe siècle, en fait, elles ont décliné. Il y a eu plusieurs tentatives de reprise par différentes compagnies, différentes associations, différentes juniors. Y compris des promotions par l'État français, par la Nouvelle-Calédonie, entre les années 1900 et 2000, qui n'ont en gros rien donné et auxquelles j'ai participé. C'est pas un résumé de ma vie, hein. Donc, à cette époque-là, la prospection, c'était un peu ce type de cliché, c'est-à-dire l'abatté, le pic, la pelle, la pioche et le 4x4 de l'époque. Et dans une autre vie, il est possible que j'aurais pu ressembler à ça. Pas celui de gauche, hein, celui de droite. Hein. Voilà, alors j'ai essayé pour vous de faire une espèce de tableau synoptique avec les événements Nouvelle-Calédonie, qui intéresse la Nouvelle-Calédonie, les mines du Nord et le nickel qui est une réalité aujourd'hui. Donc 1853 la prise de possession, 1854 il faut voir que c'est la fondation de la ville de Nouméa. Toutes ces mines du nord de la Nouvelle-Calédonie, Fernil, Balade, Pilou, Mérétrice, Ao, elles datent, leur découverte et leur exploitation datent de 1870 à 1890 en gros. Il faut voir à peu près à la même époque, Jules Garnier découvre la garnierite en 1864. À la demande du ministère des colonies, il avait fait un inventaire, il a trouvé la garnierite et le nickel n'était pas exploité en tant que tel à l'époque, hein. Il a été en quelque sorte trouvé en Nouvelle-Calédonie. Les premières concessions pour le nickel datent de 1873 et les premières fonderies de 1880.
si bien que si je trace un trait à cette époque, tu peux appuyer s'il te plaît, et que je me mets à la place des habitants de Nouvelle-Calédonie, on peut dire qu'on ne savait pas très bien si c'était les mines du Nord de Nouvelle-Calédonie qui allaient donner quelque chose, qui allaient donner leur richesse au territoire, ou le nickel qui allait prédominer. Bien entendu, la suite, tu peux appuyer s'il te plaît, voilà, a montré que c'était le nickel, et très rapidement, à partir de 1900, ces mines, malgré les efforts qui ont été faits pour essayer de trouver des extensions, n'ont jamais été reprises et n'ont fait que l'objet de tentatives. Alors que le nickel, lui, a décollé, en particulier à cause des guerres mondiales. C'était très intéressant de voir qu'il y a un pic de nickel avant chacune des deux guerres mondiales. Tout simplement parce qu'il fallait faire de l'inox et fabriquer des cuirassés, en gros. Et à cette époque-là, donc, les mines du Nord étaient déjà abandonnées. Si on regarde maintenant quelques images de l'époque, à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle le vieux Wégua qui n'existe plus aujourd'hui, qui est un petit peu au nord de ce qu'on appelle le Caillou, c'est-à-dire la petite agglomération qu'il y a de l'autre côté du pont, sur le Diaote. Il y avait un petit village qui était une espèce de village minier qui s'était constitué et qui a perduré pendant une vingtaine d'années. Alors ce qu'on voit ici, c'est la maison du commissaire. À l'époque, il y avait déjà un service des mines qui essayait de réglementer un peu les choses. Alors si on fait un zoom, on voit la maison du commissaire là. Elle est un petit peu bancale, quoi. Et la réglementation devait l'être aussi à l'époque, mais enfin c'était un peu le Far West. Et ça se passait comme ça. Voilà une autre vue du vieux Wégua. Ce qui est intéressant, c'est de voir ici, là on a un gars qui a une bâtée à la main. Donc à l'époque, c'était un petit peu la prospection un petit peu partout avec ces outils-là. Et voilà par exemple une vue de la mine Balade, c'est une mine de cuivre qui est juste au nord de Wégua, qui est à côté de la route. Bon, c'est un petit peu le bazar, mais c'était comme ça à l'époque, hein. Les travaux miniers qu'ils ont fait à l'époque sont relativement conséquents, hein. On voit qu'il y a une centaine de mètres, il y a des puits qui font plus de 200 mètres. Ici, c'est la mine de Fernil. Fernil, ça veut dire la colline aux fougères, hein. C'est un gisement d'or, donc, qui a été trouvé par des prospecteurs australiens. Suivante, s'il te plaît. Ça, c'est une coupe des travaux de la mine de Pilou, une mine de cuivre, plomb et zinc. Donc là aussi, ça s'étage sur pratiquement 100 mètres de hauteur. Donc ils n'avaient pas peur, ils y allaient, hein. La suivante, ça c'est laquelle? Celle-là, c'est la mine de Balade. Là, on est carrément, on descend jusqu'à 150 mètres en dessous du niveau du sol. La suivante, s'il te plaît. Et maintenant, on va regarder un petit peu la géologie. Alors, la géologie de ce type de mine, c'est assez compliqué. Donc, on a déjà dit que c'était du minerai sulfuré. Ça se dépose dans un premier temps comme des couches à l'intérieur de sédiments qui sont d'âge Crétacé supérieur et qui se sont formés dans un contexte de rift avec contemporain d'une extension avec du volcanisme. Les gisements ont été entraînés par la suite dans la zone de subduction qui est caractéristique du nord calédonien, qui a provoqué un métamorphisme de haute pression, basse température pendant tout l'Éocène.
ce qui facilite pas après leur lecture parce que ça donne quelque chose d'assez compliqué. Et dans un troisième temps, l'ensemble de ces roches qui ont été subduites ont été exhumées et altérées. Et pratiquement à partir de 25 millions d'années, le Miocène jusqu'à la période présente. Si on revient en détail sur ces trois phases, bon, voilà la carte géologique du bassin du Diaote avec les différents gisements. Tu peux appuyer s'il te plaît. Et si vous voulez, ici on a le log et la coupe des sédiments qui sont empilés et qui sont déposés dans le bassin du Diaote. On a deux couches volcaniques ici, une basique, basaltique et une acide rhyolitique ici. Et les gisements sont liés à ce volcanisme acide. Suivante. Alors c'est le modèle de rift. Hein. On a une convection qui se forme dans le rift du fait qu'on est en extension et qu'on a une montée de roches volcaniques. Donc la cellule de convection fait que l'eau du bassin rentre dans le perdescinsome comme ceci, lessive les sédiments et puis va ressortir après. En ayant lessivé les sédiments, elle va déposer ce qu'elle a lessivé. Et ça va donner ce qu'on appelle des fumeurs noires. Les suivantes, s'il te plaît, qui sont bien connues et qu'on a observé, qui fonctionnent en particulier dans les bassins océaniques. Si on fait une coupe dans les espèces de cheminées de fumeurs noires là qu'on voit ici, on va voir qu'elles sont formées par des sulfures. Voilà. Et ces sulfures, après, vont se déposer sur le fond et forment des véritables couches. Donc il y a deux contrôles en fait. Il y a un contrôle qui est par des failles, par des conduits, par des pipes. Et puis il y en a un deuxième qui est vraiment sédimentaire par des couches. Bon, voilà par exemple, c'est pas très beau comme image, mais c'est le minerai de la mine de plomb-zinc de Mérétrice où on voit le litage malgré le métamorphisme. Et le minerai est constitué principalement de blended galène, c'est-à-dire de sulfure de plomb, de zinc, il y a de l'argent avec. Le modèle c'est celui-là. On a surtout en rive gauche du Diaote des rhyolites qu'on n'a pas en rive droite, vers le nord-est. On a des basaltes un petit peu partout et on a des niveaux minéralisés qui se relaient comme ça, ici en noir, avec du cuivre qui est ubiquiste, qui se retrouve partout, mais le plomb-zinc est confiné à cette partie sud-ouest, proximale on va dire par rapport au niveau de rhyolite, alors que l'or, lui, est plus indépendant et plus distal par rapport au niveau de rhyolite. Il y a une zonation qui fait qu'on a de l'or au nord-est et du plomb-zinc prédominant au sud-ouest. Bon, alors il faut imaginer à l'échelle de la lithosphère que les dépôts du bassin du Diaote, le Crétacé supérieur dont on parlait tout à l'heure, c'est ce qui est la petite pellicule qui est en jaune ici. Et dans un deuxième temps, donc ce petit tégument en jaune, il est entraîné dans la zone de subduction qui est caractéristique du nord de la Nouvelle-Calédonie et qui va donner ces roches métamorphiques très particulières que sont les schistes agglocophanes, les éclogites, etc. Certaines de ces roches ont été entraînées jusqu'à 70 km de profondeur. Inutile de vous dire que c'est assez compliqué, ça fait des plis, c'est métamorphisé, c'est complètement transformé et en gros c'est un vrai torchon. Bon. Après ça, lorsque la subduction s'est arrêtée,
Les roches ont été exhumées et on les trouve telles qu'on les trouve aujourd'hui, puis elles ont été altérées et elles ont été ramenées ainsi à la surface. Donc ça, c'est le deuxième temps. Et le troisième temps, c'est l'altération. Vous avez des sulfures massifs qui sont en profondeur, non altérés, que voici. Et lorsqu'on passe dans la partie qui est à la surface, on a ce qu'on appelle un chapeau de fer qui permet au prospecteur de reconnaître, de savoir qu'il peut y avoir un gisement en dessous. Et entre autres minéraux distinctifs et caractéristiques, on va avoir par exemple ici de la malachite, hein, lorsqu'on a du cuivre, ou de l'azurite ici. Voilà. Donc 1, 2, 3. Pour illustrer ça, voilà, par exemple la carte géologique dans la zone de Pilou, la carte géologique dans la zone de Méry. D'accord. Bon, le niveau minéralisé, c'est lui, il est en noir. Vous voyez que les contours sont extrêmement compliqués. Pour arriver à suivre ça, c'est pas du tout évident. Ici, par exemple, sur Mérétrice, on a 3 niveaux. En fait, c'est un espèce de pli un peu, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On voit ce que ça donne, en coupe. Hein. Voilà. Suivant, s'il te plaît. Alors au point de vue minier, sur les 1, 2, 3, 4, 5 mines avec leurs différents métaux, qu'est-ce qu'on a produit et qu'est-ce qu'il y a comme potentiel? J'aurais pas dû mettre production ici, c'est plutôt la ressource, ou plus exactement la réserve. Et dans le cas ici, c'est la production. Il y a 213 kg d'or qui ont été produits sur la mine de Fernil, la mine d'or. Et pour ce qui concerne les autres mines, on a un potentiel qui est à tout casser de 100 000 tonnes. Autour de 100 000 tonnes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la taille économique d'une mine comme ça, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à l'exploiter, c'est 15 millions de tonnes. Vous voyez, il manque quand même un zéro et ça ne suffit pas pour arriver à faire une mine qui se respecte. Ceci dit, on a des teneurs qui sont très importantes. Hein. Par exemple, si je prends Mérétrice, on a 30% de zinc, 15%, etc. Si j'additionne tout ça, il y a 40% de métal dans le minerai. Hein. Alors, les perspectives, on a essayé plusieurs choses. On a donc démontré dans les années 80 qu'il n'y avait pas vraiment un potentiel de niveau économique mondial, donc ça on n'en parle plus. On a cherché assez récemment avec Stéphane, on a monté un programme pour voir s'il n'y avait pas des métaux un peu rares, des métaux qu'on appelle stratégiques. Ça n'a pas été non plus très concluant. Qu'est-ce qui reste? Il reste le tourisme, patrimoine, collectionneur peut-être. Et donc c'est relativement facile. Enfin, certains sites sont aménagés. Les mines, la mine Balade par exemple, c'est très facile d'y aller. Certains d'entre vous doivent d'ailleurs déjà la connaître. Hein. C'est à côté de la route, il y a un parking, 3 minutes, on y est, il y a des panneaux, il y a tout ce qu'on veut. C'est très bien fait, il y a même des guides. Hein. On a participé à la formation de ces guides-là. Il y a d'anciennes fonderies, par exemple à PAM, où le minerai était traité, qui se visite.
D'autres mines sont sur des propriétés privées, mais en général, les gens sont assez sympas, ils donnent l'accès. Et de toute manière, il y a des gens qui font partie de la province Nord qui peuvent vous accompagner. Je pense que l'association a toutes les adresses utiles pour aller faire ce genre de truc. Voilà, et c'est comme ça qu'on trouve des touristes assis sur du minerai massif de cuivre, de la calco et de la pyrite, là, avec un vieux collègue prospecteur de Huigua. Et c'est des choses qui sont relativement faciles à faire aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a quelques minéraux, je vais faire concurrence à Cédric. Mais c'est des... Tu vas faire concurrence. Pas mal de ces photos sont les siennes. Hein. Ah, d'accord, bon. Ouais. Bon, alors, c'est pour le plaisir, hein. C'est pas mes photos, ce sont vos photos. Voilà, Mérétrice, la plupart sont des minéraux supergènes, hein, des minéraux de chapeau de fer, d'oxydation. Alors, la cérusite de Mérétrice. Voilà, c'en est aussi ça, oui. De l'anglésite, un Mérétrice. Voilà. De la malachite à eau. À eau est pas facile à visiter, il faut marcher un petit peu, mais ça vaut le coup parce qu'il y a ces magnifiques rosettes là de malachite. C'est un faciès qui est quand même assez rare et assez joli. C'est tout petit, hein, mais ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, je voudrais terminer sur celle-là, la calcantite de Huigua. La calcantite, c'est rien du tout, c'est un sulfate de cuivre. C'est-à-dire c'est ce qu'on met sur la vigne pour empêcher la pourriture. Et on avait trouvé un assez joli échantillon, ça date de 1982 exactement, qu'on avait ramené, qu'on a légué au musée de Nouméa à l'époque, qui a trouvé bien d'en faire un timbre. Et c'est peut-être la seule rentrée positive d'argent de la mine de Balade pour le XXe siècle, même si ça ne fait pas beaucoup, 15 balles. Bon, c'est toujours ça, hein. Et voilà, c'est pour terminer. Merci. Merci. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des questions sur les mines du Nord? Alors pour rappel, hein, l'association Améthyste, je crois que c'était l'an dernier, avait organisé une sortie sur les mines de Balade, Ao et Pilou. Donc certains d'entre vous ont eu la chance de venir avec nous sur ces mines, voir les fameuses malachites et azurites. Pardon. Et les chauves-souris. C'est vrai qu'il y avait le tunnel aussi qui a été une épreuve pour certains. Ouais. Est-ce que s'il y avait une forme d'exploitation préhistorique, je dirais, des gens d'avant qui habitaient sur l'île? Apparemment non. Non, je ne sais pas comment on pourrait d'ailleurs montrer ça. Alors si je peux intervenir, pour avoir discuté avec quelques archéos, notamment l'Institut d'archéo du Pacifique, qui bosse pas mal sur la Nouvelle-Calédonie, non, c'est pas super connu. Autant on peut avoir des exploitations des quartz, qui étaient des pierres de magie, parce que très brillantes, très jolies, etc. Ça c'est connu. Alors je sais pas de quelle époque ça date. Par contre, autant les sulfures et tout ça, c'est pas connu comme ayant été exploité, comme ce qu'on connaît un petit peu en Europe avec les Romains, voire même avant, des civilisations encore plus anciennes qui exploitaient déjà des mines de cuivre, d'argent ou des choses comme ça. C'est pas connu en Nouvelle-Calédonie, en tout cas. Donc, ils étaient plutôt sur l'exploitation de roches plus... la péridotite parce qu'elle était lourde, on faisait des pierres de fronde, le jade pour le côté un petit peu esthétique, ce genre de choses. Ou d'autres qui avaient un côté beaucoup plus pratique. Côté magique. Hein. Pardon? Côté magique, en fait. Côté magique aussi, ouais. Pas forcément pour une exploitation. Non, en tout cas, il n'y a pas de vestiges archéologiques connus qui utilisent soit pour un côté joli, esthétique, les peintures, les couleurs de la malachite ou de l'azurite,
ni même pour un côté vraiment utilitaire pour l'exploitation du métal en tout cas. Pas en Calédonie. Sur les richesses du Nord, est-ce qu'on a fait des sondages un peu plus profonds là On a fait beaucoup de sondages dans l'inventaire minier dans la période 1980-1990. On a fait même, je peux dire, des milliers de mètres de sondage sur une mine. C'était la grande époque où l'or, il y avait beaucoup d'espoir. Et donc sur Fernil, on a fait des dizaines et des dizaines de sondages qui descendaient à 100, 150 mètres, hein, et en vain. plus bas, non? Mais on n'est quand même pas allé plus bas. Le problème, c'est de rester dans quelque chose d'économique. Ils se sont assez vite rendus compte aussi sur ces mines du Nord que tu avais un bel enrichissement dans les zones de cémentation. Et si tu vas un peu plus bas, comme ce sont des choses qui sont relativement fines, très plissées, très disparates, comme l'a montré Pierre, malheureusement tu vas plus bas, la teneur tombe un peu, tu es dans les sulfures un peu massifs, mais pas forcément très gros, ils ne sont pas réenrichis. Et donc il fallait descendre, c'était des coûts assez énormes, c'était absolument pas économique. Plus d'espoir dans les placers. En fait, il y a ça, le rapport entre les teneurs en chapeau de fer en or, dans ce qu'on appelle le chapeau de fer de la découverte de la mine d'or de Fernil, il y avait du 100 grammes tonnes, ce qui est énorme dans le milieu minier, mais dès qu'on tombe dans les sulfures, on est à 1 gramme tonne. Donc il y a un rapport de 1 à 100, quoi. Il y a 2 ordres de magnitude, c'est énorme. Et sachant qu'on est en travaux miniers, il y a une exor, ils font enlever l'eau, etc. Parce qu'il y a le diaote qui coule juste à côté, hein. Lui, il est à presque 1 ou 2 mètres d'altitude. Donc à 100 mètres en dessous, on est en noyer sans arrêt. C'est des coûts prohibitifs. Et il y a une bonne partie de ces mines, je n'ai pas parlé de ça, on n'a pas eu le temps, mais qui a été exploitée par la main-d'œuvre pénitentiaire, qui ne coûtait rien. Et c'est pour ça que ça a fonctionné pendant un certain temps. Et malheureusement... Toutes voilà. ces galeries là, de 150 mètres, elles sont rebouchées, Elles sont noyées, elles sont déjà noyées, et en plus elles doivent être effondrées. Ouais. Il nous est arrivé en sondage de taper dedans. Ça fait drôle d'ailleurs pour le sondeur. Il n'y a pas eu de travaux de réhabilitation, donc rien n'est rebouché en soi. Ouais, Par contre, il y a certainement des choses qui se sont effondrées. À l'époque, à mon avis, ils s'en foutaient un peu, ils devaient perdre quelques mecs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Bon, bah c'est atelier libre. Il reste un petit peu de tapas, il reste un petit peu de punch, n'hésitez pas. Vous pouvez recommander, je tiens à vous dire que si vous recommandez, c'est prêt. On n'est pas assez riche pour vous offrir plus que je dois faire. Ah oui, non, je le garde. Et, Il me plaît. N'hésitez pas, les intervenants sont là si vous voulez poser des questions, si vous voulez nous voir pour parler de l'association, si vous voulez discuter entre vous, il n'y a pas de souci.